Le but est de trouver une monnaie fédérative africaine qui puisse faciliter les échanges entre les pays pour aboutir à des échanges qui n'utilisent pas des monnaies extra-africaines comme le dollar et l'euro et permettre aux économies d'être non seulement résilientes, mais d'être compétitives entre elles sur la base d'une monnaie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du bureau d'études AC Expertise, une chaîne sur laquelle on parle essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine. Parce que nous pensons que c'est grâce à la connaissance et avec l'expérience sur le terrain qu'on peut apporter un appui au développement de notre continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert spécial, un expert assez connu en Afrique, à qui je vais laisser l'opportunité de se présenter lui-même. Bonjour, M. Akoué. Je m'appelle Honoré Justin Mondomobé. Je suis, tel que disait M. Akoué, un vieil expert en commerce international pour toute l'Afrique. Et puis, j'ai parcouru déjà près de 40 pays dans le domaine des réformes commerciales, des réformes économiques, du transfert de technologies, de l'assistance technique. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir l'équipe de ACA Expertise chez moi. Et je pense que les échanges pourront aider tous les acteurs du domaine du commerce, du domaine de l'économie, du domaine du changement structurel des mentalités et du domaine des réformes économiques structurelles. Alors, merci Honoré de nous accueillir. Et comme tu l'as dit, nous allons parler des questions de réformes économiques, des questions de réformes commerciales. Et on va commencer par une actualité brûlante qui est celle de la ZLECAf. Alors, il y a la ZLECAf dont on parle beaucoup et je sais que tu as été très impliqué dans la ZLECAf dans plusieurs pays. Quels sont vraiment les avantages de cette ZLECAf et aussi quels sont les différents challenges que les États ont à accomplir, à surmonter pour pouvoir bien implémenter ce concept dans nos différents pays? Okay. La ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, qui est une nouvelle réforme globale de l'Afrique, qui est à mon sens la plus grande réforme économique africaine de ce siècle. C'est un changement structurel des économies visant à optimiser les capacités nationales, visant à augmenter les échanges entre les pays africains et galvaniser la création d'emplois pour toute l'Afrique. Malheureusement, il y a beaucoup de défis encore. Pas de défis au niveau de la réforme, pas des défis au niveau de la réglementation, mais beaucoup plus au niveau de l'appropriation, au niveau des mentalités et au niveau de la compréhension de cette réforme. Ce qui fait que certains pays sont plus en avance que d'autres. Pourtant, tous ont signé le protocole en 2018 et presque tous, 54 pays, ont ratifié ce protocole-là au niveau des parlements. Mais je pense que la réforme est en train de faire son bout de chemin. Le but de la réforme, c'est quoi? C'est de permettre aux économies africaines d'échanger entre elles sans droits et taxes de douane, permettant non seulement aux produits d'arriver vers les marchés à bas coût, mais aussi aux produits d'avoir des débouchés compétitive et à l'Afrique d'augmenter les échanges inter-États. Donc le taux de douane dégressif devrait s'annuler au bout de 10 ans, à partir de 2021, pour être nul entre les pays africains. Et ce serait un record en termes de stratégie économique et ça se rapprocherait des marchés intégrés comme l'Union européenne et bien d'autres. Ok, merci Honoré. Pour ces explications. On va quitter l'intégration économique de la ZLECAf pour aller sur les questions relatives aux monnaies. Et quand on parle d'intégration sur les questions de monnaie, actuellement, pas beaucoup de l'écho, notamment en Afrique de l'Ouest, comme étant la monnaie des pays de la CEDEAO. Dans quelle mesure cette monnaie peut vraiment permettre cette intégration et quels peuvent être aussi les obstacles
qui a à surmonter à nouveau pour vraiment le développement de cette monnaie, de telle manière à ce qu'elle puisse vraiment s'intégrer dans ces pays qui ont déjà actuellement différentes monnaies? Ok. Moi, je n'ai jamais vu l'écho. J'en ai entendu parler et jusqu'à présent, je pense qu'on est encore au niveau des spéculations. Okay. Mais ce dont je suis adepte, c'est qu'il y ait une monnaie africaine qui permette aux économies d'économiser les pertes dues aux frais de transfert. L'écho a été lancé, mais n'a jamais encore été créé. Et le but n'est pas de créer ou de lancer l'écho. Le but est de trouver une monnaie fédérative africaine qui puisse faciliter des échanges entre les pays pour aboutir à des échanges qui n'utilisent pas des monnaies extra-africaines comme le dollar et l'euro et permettre aux économies d'être non seulement résilientes, mais d'être compétitives entre elles sur la base d'une monnaie. Donc le but à terme de la ZLECAf, effectivement, c'est d'arriver à la création d'une monnaie, à un même marché monétaire, à un libre-échange, à une fusion économique permettant au pays d'échanger à moindre coût monétaire. Et la ZLECAf, avec la banque Afrique-Exim-Bank, ont mis en place une monnaie qui est encore au niveau digital, mais qui va progressivement se mettre en place. Le mécanisme s'appelle le PAPAS. Le PAPS permet aux économies d'échanger sans transiter par des monnaies refuges telles que le dollar et l'éco. Parce que, comme disait le président Kenya, un Camerounais qui veut échanger avec un Sénégalais ou un Sénégalais qui veut échanger avec un Zimbabwéen, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser l'euro ou le dollar? C'est ça le défi. Donc le but de la démarche, c'est d'arriver à une monnaie africaine qui économise tous ces frais que nous payons actuellement au dollar américain et à l'euro et qui optimise ses valeurs ajoutées pour la compétitivité des économies. Ok, merci. Alors, on a bien compris cette question et cette projection aussi avec l'appui de l'Union africaine. Mais là, on parle maintenant de stratégie commerciale, de stratégie globale, et notamment sur les questions aussi de diversification de partenaires stratégiques. Dernièrement, il y a encore eu le sommet des BRICS avec ces différentes puissances qui émergent et qui souhaitent pouvoir se positionner. Mais pour l'Afrique, quel peut être l'intérêt pour l'Afrique de nouer des alliances commerciales et économiques avec les BRICS qui sont en train vraiment de se structurer? Est-ce que vous pensez que ça peut être des alliances productives intéressantes? Auquel cas, quels sont les avantages et quels sont les risques d'un nouveau partenaire comme celui-ci? Première chose, c'est que l'Afrique et le monde sont en train de changer, mais changer radicalement. Et il faut que le continent soit au fait de ce changement pour ne pas le subir. Et toute cette mouvance fait que les États-Unis, par exemple, ont créé l'AGOA, qui permet aux économies africaines d'avoir une préférence d'accès au marché américain. Cette AGOA a un bilan assez mitigé. On parle du Nigeria et de l'Afrique du Sud, qui ont à eux seuls engrangé des exportations de près de 10 milliards de dollars. Mais les autres n'ont pas vraiment pu profiter de cet élan. Nous sommes dans un contexte de pré-campagne américaine où tous les acteurs, qu'ils soient démocrates ou républicains, s'accordent à dire qu'ils vont surtaxer la Chine. Donc ils vont surtaxer les produits venant de Chine. Et cette surtaxe des produits venant de Chine va donc donner une visibilité plus accrue aux produits venant d'Afrique, du fait que les produits chinois seront surtaxés, les pays africains qui profiteront de l'AGOA
pourront accéder au marché américain avec plus d'ouverture que les produits américains. Donc, c'est une option d'ouverture de marché si on continue à vouloir frapper les produits chinois de taxes douanières élevées. Dans ce contexte-là, les BRICS deviennent une alternative aux économies africaines. Pourquoi pas avoir une place de la ZLECAf dans les BRICS? Et du fait qu'il y aura peut-être une place africaine dans les BRICS, pas seulement l'Afrique du Sud, mais une place africaine dans les BRICS, ceci va permettre aux Africains d'être capables de réguler le marché international au travers des produits phares tels que le cacao, le café, le coton. Je viens d'apprendre ce matin que le Brésil est devenu le deuxième exportateur de coton au monde. Ce qui devrait interpeller les produits africains, ce qui devait interpeller les producteurs de coton africains et leur permettre d'améliorer leur rendement à l'hectare d'1,5 tonne d'aller peut-être à 2,5 tonnes, pourquoi pas, pour permettre d'accéder au marché américain. Et ceci pourrait se faire dans les discussions du BRICS. Mais avant cela, je pense qu'il serait sage, en 2025, de renégocier l'AGOA, de transformer l'AGOA avec une visibilité beaucoup plus africaine, une AGOA écrite par les Africains, renégociée par les Africains, parce que si l'AGOA n'est pas modifiée dans son paradigme, l'AGOA pourrait disparaître du fait des BRICS. Parce que les BRICS, c'est une autre alternative et il faut bien que les économies africaines, comme on dit en RDC, se retrouvent. Ok, merci. Et justement, je rebondis sur cette question de l'AGOA qui a déjà fait du temps et pour lequel on peut tirer des conclusions et sur la base de ces conclusions pouvoir identifier une nouvelle démarche. Parce que sur différents domaines, sur différents secteurs comme le cacao, comme le café, comme le coton et bien d'autres, on ne sent pas vraiment quel peut avoir l'impact de cette AGOA au final sur les producteurs. Vous pensez que quelles pourraient être les directives ou bien les nouvelles orientations dans le cadre de cette négociation dont vous avez parlé, ou de ces renégociations dont vous avez parlé, quels peuvent être les points clés sur lesquels les acteurs africains peuvent mettre l'accent pour pouvoir tirer meilleur profit de cette AGOA? Okay. L'AGOA actuellement a un bilan mitigé. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle a profité majoritairement à l'Afrique du Sud et au Nigeria pour près de 10 milliards de dollars d'exportation. L'AGOA porte sur 1700 produits avec une alternative sur 5000 autres produits. Donc le contexte est mitigé, d'où la nécessité de relecture de l'AGOA visant à encourager les industries américaines à investir en Afrique dans la transformation des produits avant exportation vers les États-Unis. Donc l'AGOA devrait être un outil d'attraction des investissements américains en Afrique. Et cette AGOA-là devrait être rediscutée dans le nouveau contexte de la ZLECAf. Parce que la ZLECAf a été signée en 2018, a été mise en œuvre en 2021, l'AGOA a été mise en place en 2000. Donc il faut maintenant renégocier l'AGOA, relire l'AGOA dans le nouveau contexte pour permettre au secteur privé africain, parce que les exportations, ce sont les acteurs du secteur privé qui en profitent, ce n'est pas les fonctionnaires. Donc il faudrait une discussion au niveau des patronats africains qui intègre complètement la réalité de la transformation des produits africains, cacao, café, on vient de parler du coton, pour éviter que l'AGOA soit juste un acte, une réforme, mais pour que cette AGOA fasse profiter les économies africaines dans le contexte de la ZLECAf. On a beaucoup parlé d'économie africaine, d'économie régionale, mais ce n'est pas en Afrique que ce concept est le plus développé. Il y a des exemples de par le monde qui sont bien avancés, qui ont fait leurs preuves, qui continuent d'être face à des difficultés, mais ils trouvent des solutions. Vous pensez quelles peuvent être les meilleures leçons que les économies africaines peuvent tirer des succès et des échecs des autres organisations, des réformes régionales qu'il y a eu de par le monde? Okay. Il y a eu beaucoup d'efforts
africain et par le monde de régionalisation. Les régionalisations nous ont montré qu'il y a des défis à la régionalisation. On a eu la SADC qui a une longueur d'avance différente du COMESA et du COMESA qui a une longueur d'avance différente de la CEDEAO et la CAC qui n'a pas encore pu prendre la vitesse. Donc on a des régionalisations assez atypiques en Afrique. La première leçon je ne peux pas parler d'échec parce qu'il y a des avantages pour chaque intégration régionale. La première leçon des REC, c'est que les économies ne sont pas homogènes. Donc, il faut les homogénéiser dans un climat général, dans un climat panafricain. La deuxième leçon, c'est que l'Afrique, c'est différentes monnaies, c'est différentes langues, c'est différentes cultures, c'est différentes religions. L'intégration de cette diversité est encore un défi. Et les politiciens ne veulent pas écouter le secteur privé. Il faut que tous ces changements désormais se fassent par les acteurs du secteur privé. Mais ma plus grande déception, c'est l'attentisme, le manque de leadership, le manque de créativité et d'innovation du secteur privé africain, qui est l'une des leçons qui devrait nous interpeller à travailler beaucoup plus avec ce secteur privé, pas seulement au niveau des conférences, au niveau des discussions, mais beaucoup plus au niveau fondamental du leadership que ce secteur privé doit prendre. D'où les patronats africains doivent se parler, doivent créer de la richesse et doivent être dans tous les débats économiques, pas seulement les politiciens. Ok, merci. Je pense que on a bien compris. En fait, on a essayé de parcourir globalement les défis des questions des réformes économiques en Afrique. Merci beaucoup pour ta disponibilité. C'est un plaisir. Voilà, je sais que tu es consultant avec plusieurs bailleurs, que tu es disponible pour pouvoir accompagner les structures qui peuvent avoir besoin de ton appui aussi. C'est un plaisir. Je pense que, très très sincèrement, le monde change, que nous le voulions ou pas. Les Africains n'ont pas de choix que de vite prendre le bateau du changement. La spéculation perd du temps. Et pour moi, vous allez dire que je suis ZLECAf, je suis convaincu que si tous les pays d'Afrique comprennent la ZLECAf, le développement de presque toute l'Afrique, 1,3 milliard de consommateurs, et la création d'emplois, ce sera un défi du passé. Ok, on a compris. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut vite prendre le bateau du changement. Merci Honoré pour ta disponibilité. On est arrivé à la fin de notre échange. Au niveau du bureau ASEA Expertise, l'objectif que nous avons, c'est vraiment de valoriser les compétences africaines. Donc, venir chez Honoré et aller chez plusieurs experts qui font la renommée du continent africain, qui proposent leur expertise, c'est vraiment une activité sur laquelle nous mettons l'accent. Nous sommes naturellement disponibles à pouvoir aussi travailler avec plusieurs pour pouvoir chaque fois valoriser et montrer qu'on a de bonnes compétences sur l'Afrique avec lesquelles on peut la transformer. Merci. ASEA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASEA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASEA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ASEA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.